La dernière fois, nous avions parlé d'un biopic pas trop connu, cette fois-ci on va retourner du côté du film d'animation expérimental ayant pour sujet la musique. Sauf que cette fois-ci, je vais pas commencer en vous racontant une anecdote ou une histoire, je vais plutôt vous parler d'une technique de production qui fut un temps été très utilisée dans le domaine du cinéma d'animation. Et cette technique, c'est tout simplement la rotoscopie. La rotoscopie à pas confondre avec la coloscopie parce que c'est pas la même chose. La rotoscopie est un procédé d'animation qui consiste à relever et à dessiner par-dessus une prise de vue réelle les contours d'un élément, d'un personnage ou d'une figure image par image. En gros, pour suivre un mouvement ou une action. C'est un procédé qui date presque du début du cinéma et qui a été créé et breveté par deux frères, Max et Dave Fletcher, nés en 1883 pour le premier et en 1894 pour le second. En plus d'avoir inventé un procédé qui sera grandement bénéfique au développement du cinéma, en 1921, les deux vont créer les studios Fletcher situés à New York, donc des studios qui vont majoritairement produire du cinéma d'animation. Et ils vont également être les créateurs de personnages célèbres tels que Coco le clown et Betty Boop, créés avec ce procédé de rotoscopie. Mais pour revenir sur la rotoscopie, c'est un procédé qui permet d'animer un personnage tout en gardant le naturel de ses mouvements. Et ce procédé, il va pas être utilisé que dans le cinéma d'animation, puisqu'au fil du temps, la technique va s'élargir à d'autres genres. Pour les effets spéciaux, c'est une technique qui va grandement être sollicitée, par exemple les sabres laser dans les 3 premiers Star Wars dans leur sens de parution, le film Tron sorti en 1982, ou encore Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988. Et même dans le jeu vidéo, si on veut élargir encore avec le premier Prince of Persia en 1989, Another World en 1991 et Flashback en 1992. Et aujourd'hui, même si l'arrivée de l'animation 3D a plus ou moins éclipsé cette technique, il est encore utilisé mais de manière différente. Tant qu'il y a une prise de vue réelle et un suivi de contours, on peut considérer ça comme de la rotoscopie. Par exemple, du coup, quand je fais apparaître du texte derrière moi ou des dates, on peut considérer ça comme de la rotoscopie. En bref, c'est un sujet sur lequel je vais pas trop m'étaler, sachant que j'en ai quand même pas mal fait, du coup on va rester dans le domaine du cinéma d'animation. Dans le domaine de l'animation donc, cette technique va être utilisée par beaucoup de films qui connaîtront un succès incroyable. Parmi eux, on compte Blanche-Neige et les 7 nains en 1937, la version soviétique de La Reine des Neiges en 1957, et vous venez également d'apprendre l'existence d'une version soviétique de La Reine des Neiges. La Belle au bois dormant en 1958 et plein d'autres films. Donc pendant le XXe siècle, lors du développement du cinéma d'animation, voire du cinéma tout court, la rotoscopie elle va connaître un véritable engouement. Considérée comme une des techniques majeures pour faire de l'animation fluide et qualitative, et en particulier durant les années 60-70. Et durant cette période, un réalisateur va sortir du lot et va pleinement exploiter la technique dans ses œuvres. Ce réalisateur, c'est le seul, le grand et l'unique, Ralph Bakshi. Ralph Bakshi est un réalisateur, scénariste et animateur américain né en 1938 à Haïfa, une ville située en Israël. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, ses parents vont migrer aux États-Unis, là où il aura une enfance certes très précaire dans un quartier frappé par la ségrégation raciale, mais aussi un premier contact très indirect avec sa vocation, à savoir le dessin et l'art en général. Pendant son adolescence, il va développer cette passion notamment grâce à l'ouvrage de Jane Byrne, The Complete Guide to Cartooning, qui va en quelque sorte lui donner un avant-goût des bases de son futur métier. Puis après un diplôme acquis à la High School Art of Design à Manhattan avec une mention spéciale en bande dessinée / animation, il entrera au studio Terrytoons comme nettoyeur de pellicules et gravira les échelons peu à peu pour devenir animateur, même si la tâche fut rudement compliquée pour lui. Là-bas, il va réaliser plusieurs dessins animés à destination de la télévision, mais c'est en 1967 que sa carrière va s'accélérer, quand il sera nommé à la tête du département animation de la Paramount Pictures, et qu'il se verra attribuer la réalisation de plusieurs dessins animés. Et son ascension va lui permettre de pouvoir réaliser son premier long métrage d'animation, à savoir Fritz le chat. Donc là, il va pouvoir expérimenter plusieurs techniques, développer sa part artistique, et mettre en œuvre tout ce qu'il a pu tirer de son expérience avec les studios d'animation. Et également développer un tas de procédés qui vont être propres à ses œuvres futures. Donc le film sortira le 12 avril 1972, étant sur le plan commercial que critique, véritable succès. De plus, le contenu sulfureux et adulte du film va grandement contribuer à faire parler de ce dernier, a grandement amélioré son succès et a presque lui donné un statut d'œuvre culte dans certains milieux. Premier film d'animation classé X, premier film d'animation indépendant, un premier film qui s'avéra être une réussite sur plein de points. Bakshi va donc enchaîner avec un film non moins sulfureux que le premier, abordant des thèmes quasi similaires dans le même type d'environnement pervers et malsain, ce qui sera considéré comme l'une de ses plus grosses réussites en termes critiques. Succès sur succès donc, Bakshi va devenir une référence en termes d'animation underground et sortant du lot comparé aux productions plus lisses qui se faisaient à l'époque. Il enchaînera donc avec Coonskin, un film d'animation traitant des problèmes d'inégalité sociale aux États-Unis, Des Sorciers de la Guerre, un film d'animation fantasy, Le Seigneur des Anneaux, un dessin animé adapté du roman de J.R.R. Tolkien, pas la meilleure adaptation au passage, et le film qui va nous intéresser ici, American Pop. L'idée du film lui vient directement après la sortie du Seigneur des Anneaux, là où Bakshi voulait réaliser un film plus personnel, traitant de sujets le concernant directement et en explorant des thématiques nouvelles et différentes de celles qu'il abordait précédemment dans ses films. Un film qui ne se baserait pas sur une période précise mais qui couvrirait plusieurs lieux, plusieurs époques différentes, une fresque, quelque chose de plus novateur et qui marquerait un véritable tournant dans sa carrière créative, plus politique et contestataire. Un film qui construirait son histoire en grande partie sur sa bande sonore, donc un film d'animation musicale. La production va commencer au début des années 80
fin et une très grande partie des visuels fut faite à l'aide de la rotoscopie. Bakshi commença d'abord à tourner certaines scènes en prise de vue réelle afin de les recalquer image par image. Aux prises de vue et au doublage, on a donc l'acteur et musicien Ron Thompson dans plusieurs rôles principaux, l'actrice et journaliste Lisa Jane Persky, et le reste c'est des acteurs pas ou peu connus tant maintenant qu'à l'époque des faits. Pour la bande sonore, plusieurs titres divers et variés furent choisis, même si l'acquisition des droits se révéla assez coûteuse. Le reste de la production va se dérouler sans accroc et le film put voir le jour dans les salles américaines le 13 février 1981. Et bon, même si ce fut un petit succès commercial, au niveau de la critique c'était un peu plus mitigé. Beaucoup vont souligner la grande force de l'histoire, la maîtrise de Bakshi, et même si beaucoup vont l'ériger comme l'une des plus grandes œuvres de ce dernier, d'autres vont s'attaquer au soi-disant message du film, au visuel qui mis en comparaison avec certaines autres productions de l'époque paraissent brouillons, datés et négligés, ou au côté soi-disant pervers et bas niveau de son traitement de la musique. Au fil du temps, le film deviendra néanmoins une référence dans le domaine des films d'animation musicaux, même s'il n'écopera pas d'une aussi grande notoriété dans la culture populaire. Et au passage, ce film est considéré comme le film qui marque le début d'une période creuse pour Bakshi, là où par la suite il va enchaîner les échecs critiques et commerciaux. Donc maintenant que j'ai fini de parler de ce qui entoure le film, et je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'informations, mais en même temps elles sont plutôt compliquées à trouver, vous connaissez la chanson, on va se plonger dedans pour voir ce que ça vaut vraiment. Comme j'ai dit auparavant dans son histoire, American Pop couvre plusieurs périodes différentes. Le film commence en Russie début XXe siècle, où la famille du jeune Zalmy se voit obligée de quitter le pays pour l'Amérique à cause des oppressions et des pogroms subis par les populations juives. Aux États-Unis, il travaillera premièrement dans un cabaret en tant qu'homme à tout faire, puis se produira sur scène à plusieurs occasions. Mais malheureusement, à la suite d'un accident lors de la Première Guerre mondiale, il perdra sa voix, ce qui va bloquer sa carrière scénique. Donc de retour en Amérique, il va se marier avec une danseuse avec laquelle il aura un fils, Benny. Peu de temps après, sa femme périra dans un accident, mais là il se rendra compte des talents musicaux de son fils au piano. Il le fera marier et avoir des enfants, mais tête brûlée qu'il est, Benny va s'engager dans l'armée pour aller combattre les Allemands en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Là-bas, il se fera tuer de manière assez brutale. Le film ensuite se concentre sur son fils Tony qui décidera de partir vers la Californie afin de changer de vie. Là, il croisera un groupe de musiciens avec qui il va exercer ses talents de compositeur et percer et obtenir un passage à Woodstock quand même. Il aura une idylle passionnée et tumultueuse avec une des chanteuses et pris d'autre part par ses problèmes de drogue, il va rapidement perdre pied et sombrer. La mort de sa compagne et la dissolution du groupe le feront revenir à la réalité et là il découvrira que lui aussi a un fils nommé Pete. Lui et Pete vont donc vivre de ventes de drogues diverses et de musique. Pete apprendra entre-temps la guitare jusqu'à ce que Tony se fasse tuer laissant Pete seul. Là, il développera son propre commerce et fera sa réputation sur ses ventes et son charisme, tout en continuant à fréquenter le milieu musical, ce qui finalement le mènera lui aussi à devenir un musicien reconnu dans une scène absolument dantesque. Et d'habitude, je parle pas des scènes dans les résumés, mais celle-là, il vaut vraiment le coup. Il y a plein de trucs à dire sur ce film, mais je vais commencer par le principal. Visuellement, c'est assez spécial. Bien que la majeure partie du film soit animée, on se retrouve parfois avec quelques extraits en prise de vue réelle, autant des fois ça passe bien, c'est assez discret et plutôt classe, mais c'est vrai que d'autres fois ça reste un peu plus compliqué à suivre. Après, le plus souvent c'est des images qui nous permettent de mieux recontextualiser des époques, un lieu ou un état d'esprit. Donc en vrai on passe rapidement sur ce genre de choses là et puis ça rejoint le côté expérimental du film. Car oui, c'est un film qui va expérimenter pas mal de trucs, pas mal de styles de montage, qui va changer sa palette de couleurs au cours des scènes, traiter de sujets différents, utiliser divers types de musique et même explorer divers types de cinéma et de genres. Comme j'ai dit précédemment, le film a plus été pensé comme une fresque que comme une histoire réellement construite avec situation initiale, éléments déclencheurs, etc. On va explorer plusieurs lieux, plusieurs époques, plusieurs états d'esprit, et tout cela est grandement servi par tant la musique que la manière de montrer les visuels. Le style évolue au fur et à mesure des époques visitées. Au début, on va avoir quelque chose qui rend hommage au premier film muet par l'utilisation de carton, ensuite on va passer vers un style un peu plus cabaret, puis un film typé film noir, ensuite le film de gangster plus violent, pour finir dans un style visuel plus moderne pour les années 80. En bref, il y a une vraie évolution, on suit réellement quelque chose, et on se rend compte que derrière, il y a un réel hommage à l'histoire du cinéma elle-même, puisqu'on essuie visuellement son évolution en parallèle de celle de la musique moderne, et ça, c'est vraiment très beau. Et même si parfois ça se perd un peu et que l'ensemble visuel devient un peu plus instable, ça impacte absolument pas le visionnage, puisque même dans les moments où le film se perd, ça reste dans le ton. Visuellement c'est très désinvolte, sauvage et imprévisible. Et dans le tout, on a vraiment quelque chose de beau. Il y a un réel transfert émotif tout le long du film, et ça par le biais des visuels. C'est donc assez fort, et même si c'est pas scotchant techniquement, ça fout un vrai coup. Après la rotoscopie, oui, à des moments c'est pas fou, oui, à des moments c'est un peu bâclé, et le fait que les personnages semblent animés sur un autre plan que les décors, ça fait vraiment bizarre au premier abord. Mais de une, c'est des moments assez rares où on se rend
compte que c'est grossier, et de deux, le fait que l'animation bouge bizarrement, bah en somme c'est un choix et ça a toujours été comme ça dans les films de Bakshi, ce qui fait que c'est probablement voulu par le réalisateur. Et de trois, bah certes le fait que les décors soient plus soignés que certains personnages, ça crée un petit décalage visuel, mais bon, on s'y habitue rapidement. C'est pas un film qui va tant jouer sur la beauté des dessins, c'est un film qui justement va jouer sur le sens des dessins, et sur leur efficacité. C'est direct, ça se perd pas dans 40 000 détails, ça va à l'essentiel des choses pour nous montrer l'essentiel des choses. Après je suis pas en train de dire que les dessins beaux et soignés ça sert à rien, hein. Mais là en somme ça aurait que très peu servi le propos du film. Après bon, faut dire ce qui est à dire, ça a mal vieilli, mais ça se laisse assez bien regarder. C'est pas tant horrible et l'expérience est très loin d'être déplaisante. Et puis bon, il y a quand même des scènes comme la scène finale qui, tant sur les plans visuels que sur les autres plans, est une véritable réussite. Ensuite, forcément l'histoire. Le fait qu'on change très souvent de personnage central, même si ça paraît un peu perturbateur, bah au final ça sert bien le film. Ça permet de une aux spectateurs de pouvoir explorer plusieurs époques qui se suivent, et de deux de toujours garder un regard neuf sur l'époque et sur les plans politiques et culturels. Mais bon, faut se dire que c'est aussi quelque chose à replacer dans son contexte. Et c'est pas le genre de film où faut bien se renseigner avant de le regarder, parce que bah, les informations importantes tant sur l'époque que sur le contexte, bah, elles sont directement données. Y a pas besoin d'un énorme bagage culturel pour regarder le film, et c'est très bien comme ça. Donc une animation qui sert très bien son propos et des visuels rendant correctement hommage tant à l'histoire de la musique qu'à l'histoire du cinéma, une animation certes un peu dégueulasse par moments mais qui fait diablement le taf, une histoire directe et finement pensée et qui nous permet intelligemment de suivre l'évolution d'un mouvement culturel sur plusieurs périodes. En bref, pour l'instant c'est très très bonne base. Mais le thème que j'ai oublié de mentionner et qui pourtant est capital à l'existence du film, bah la bande sonore. Évidemment on a quelque chose de très varié, tantôt on a de la musique classique début 20e, ensuite on a du jazz, du rockabilly, du psychédélique, du hard rock. Chaque musique utilisée dans le film, elle aussi, est là en gros pour contextualiser son époque et pour nous situer à peu près le mode de pensée et le type de musique courante de la période dans laquelle la scène se déroule. Des musiques donc assez efficaces, percutantes. Après bon, le film va plus passer son temps sur les musiques hard rock des années 70, donc si vous regardez le film pour écouter du jazz ou du rockabilly, bah c'est pas forcément le meilleur plan, hein. D'ailleurs pour les scènes des années 70, une majeure partie des chansons utilisées sont des reprises pour donner plus de sens à certaines scènes, et pour le coup, à part peut-être celle de Somebody to Love des Jefferson Airplanes, qui est un peu grinçante au niveau de la voix, bah les autres sont vraiment incroyables. Crazy on You de Heart, Blue Suede Shoes version hard rock, elles sont toutes interprétées avec brio par Ron Thompson, un acteur-chanteur qui, même s'il se fera un peu connaître grâce au film, n'aura pas une grande carrière ponctuée de gloire et succès. Et d'ailleurs cela va me permettre d'aborder un autre point, à savoir les acteurs. La majorité du casting est composée de gens peu connus et n'ayant pas réellement une carrière incroyable de succès. Et cela s'explique par le fait que c'est pas des acteurs de base. L'interprète de la chanteuse du groupe Muse Small est une chanteuse, l'interprète de Bella, Lisa Jane Spersky, est une photographe et journaliste. Du coup, vu que le casting est pas ultra riche et un peu répétitif, je vais plutôt parler du jeu d'acteur. On a pas mal de grands mouvements et de grands gestes et de grandes grimaces, et bien que cela soit fait dans un but de faciliter l'animation, bah force est de constater qu'à des moments c'est spécial à regarder, plus mention au doublage français qui est... Léon, je suis pas un chanteur de scène. Alors comme ça, je chante pas assez fort. Pas mal? J'en veux pas ton pas mal. Et tu penses à quoi? Penser propre. Alors, pourquoi est-ce que la vaisselle reste sale? C'est bizarre, hein. Mais bref, compte tenu de tous ces points, bah qu'est-ce qu'on a au final? Et ben on a un film qui est peut-être pas techniquement très propre, un peu brouillon au niveau de l'animation, mais un film diablement efficace dans son message et dans ses intentions, et dont certaines scènes possèdent une force très peu observable dans les autres films d'animation de son époque. C'est vraiment un film d'animation qui sort du lot et qui traite son sujet de manière libre, décomplexée, originale et de plusieurs points de vue différents. Le tout porté par des expérimentations visuelles assez surprenantes, des scènes plaisantes à regarder et une bande son variée mais elle aussi efficace. Le film va pas plaire à tout le monde et c'est vrai que ça a vieilli, mais si vous êtes des musiciens ou amateurs de l'histoire de la musique, ou même amateur de bizarreries visuelles, je ne peux que grandement vous le recommander. C'est un film fort, pas totalement réussi visuellement, mais assez beau par moments, surprenant, original, fort dans ses propos, entraînant, fait par des passionnés pour des passionnés. Et je pense que vous avez tous à peu près compris que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Donc je vais simplement vous conclure, American Pop, ça déchire sa race. Encore une fois, le film est assez compliqué à trouver, et ça pour le coup c'est assez dommage. Sinon vous pouvez essayer de le regarder par VHS ou par DVD, mais il va falloir taper dans les imports extra-européens, et ça fait un peu cher des fois. Cette critique s'achève donc ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. De mon côté, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que j'ai eu à la faire. En bref, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente matinée. C'était Roi Lézard avec une moustache absolument dégueulasse. Et je vous dis à très bientôt. Salut!